De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité écrivain Hamzat Boukari Yabara est toujours avec nous, ainsi bien évidemment que nos éditorialistes Jean-François Kandji-Tombé et Daoud Attal. Et l'actualité économique du jour sur le continent africain, c'est le Nigeria, dont de nombreux observateurs craignent que l'économie connaisse des difficultés pour cause des obstacles que rencontre le pays, notamment la menace Boko Haram et bien évidemment la chute du prix du baril de pétrole. Ibrahim Ndiaye. Le Nigeria est désormais la première économie du continent africain avec un produit intérieur brut de plus de 500 milliards de dollars devant l'Afrique du Sud. Avec une population d'environ 170 millions d'habitants, le marché économique de ce géant de l'Afrique offre plusieurs perspectives. Le pays a connu une croissance annuelle de 7% ces 10 dernières années. Cependant, plusieurs zones d'ombre menacent aujourd'hui son économie. Elles ont pour nom la menace terroriste liée à Boko Haram ou encore la chute du baril du pétrole, principal revenu du Nigeria. Les perspectives économiques du Nigeria commencent en 2015 sur un voile sombre. En effet, avec la présidentielle qui est repoussée d'une part, la chute du prix du pétrole à l'international d'autre part, et la menace terroriste de Boko Haram font que les investisseurs ont tendance à appuyer sur le frein dans les investissements envers ce pays. Toujours est-il que pour stabiliser la situation, il faut déjà commencer par régler le risque politique, en faisant en sorte que les élections prévues se déroulent de façon la plus transparente possible et la plus calme. Ensuite, il y a le risque militaire et le risque terroriste qu'il faudra essayer d'encadrer. Enfin, en ce qui concerne les perspectives macroéconomiques, il faut simplement que le Nigeria arrive à diversifier son économie de façon à être moins dépendante du pétrole. Les prévisions de croissance pour l'année 2015 ont été revues à la baisse. Le gouvernement a révisé ses estimations de près d'1 point, passant de 6,35% à 5,5%. Il a également diminué ses dépenses budgétaires. La révision du taux de croissance est logique, étant entendu que les principales ressources de l'État sont tirées des revenus du pétrole. Elle est donc logique. Simplement, cette prévision tient compte du cours du brut aujourd'hui, c'est-à-dire autour de $50 le baril. Si par extraordinaire, le brut devait encore descendre, cette prévision ne pourrait pas être tenue. C'est la raison pour laquelle il faut trouver dans les ressources de l'État de nombreux leviers pour réaliser des économies dans les dépenses de l'État afin de mettre en place une ossature budgétaire qui permette non seulement de continuer à assurer le fonctionnement régulier de l'État, mais aussi la politique d'investissement nécessaire à la croissance. Le Nigeria tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en devises des exportations de pétrole. La chute du Naira, la monnaie nationale, qui a enregistré une baisse historique ce 5 février à 194 pour $1, contre 150 à 160 plus tôt cette année, est une donnée à prendre en compte également. Monsieur Boukari Yabara, est-ce que le Nigeria va encore conserver longtemps sa place de leader économique sur le continent ? Je pense que oui, parce qu'ils ont l'atout démographique qui est très important. On parle beaucoup effectivement de la chute du prix du pétrole, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le Nigeria doit nécessairement sortir de cette dépendance au pétrole. On sait que les services prennent une part de plus en plus importante dans le PIB du pays. Je crois qu'il y a également une économie locale qui est extrêmement dynamique. Il y a énormément d'innovations qui se font dans ce pays. Donc je pense qu'il va continuer à avancer et qu'il va démentir un certain nombre d'observations qui sont fondées sur des critères macroéconomiques qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité locale, tout en sachant que le défi au niveau de l'État fédéral reste encore et toujours la redistribution et la lutte contre la corruption. Dada aussi optimiste que notre invité? Un petit peu moins peut-être. Parce que, tout simplement parce que, bon, on l'a vu avec d'autres pays, hein, le cas du Gabon par exemple, quand vous avez 70% des recettes qui sont issues des exportations du pétrole, oui, ça va sans doute baisser, et tant mieux que ça baisse, parce qu'il est temps que ça change. Donc vous êtes impacté tout de suite par le cours du dollar. Et ça fait quoi? Ça fait des coupes budgétaires. Et je pense que là, le Nigeria sera obligé de couper au niveau de son budget. Hein. Il y avait un fonds autonome qui avait été mis en place pour justement alimenter ce fonds par les recettes du pétrole en cas de difficulté, pour que l'État nigérian puisse puiser sur ce fonds autonome de l'État. Et aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que si on n'inverse pas la tendance et que les cours mondiaux restent à l'état où ils sont aujourd'hui, ça va encore être de plus en plus difficile. Parce que quand même, on est dans un pays qui a longtemps fait une croissance de 7% en moyenne ces dernières années et qui se retrouve aujourd'hui à devoir
perdre 1 point, 1,5, on ne sait pas, peut-être 2, avec les élections, peut-être 3 en point de croissance, donc on ne sait pas. Maintenant, quand on voit la première économie d'Afrique qui est quand même, qui est dans cette situation-là, plus de 30% de taux de chômage, une bonne partie de la population en dessous du seuil de pauvreté, j'ai envie de dire quand même qu'il est temps que l'on diversifie, comme on le dit souvent, l'économie. Et voilà, maintenant, les élections risquent encore plus d'assombrir davantage les prévisions en matière économique, et j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais justement, Jean-François, je voulais revenir sur les propos de Daouda. Est-ce que c'est une place méritée, cette place de leader économique sur le continent? Il y a quand même un taux de précarité qui est élevé, un taux de scolarisation qui est bas. Est-ce que c'est vraiment mérité? Est-ce qu'on a tout pris en compte dans ce calcul? Tout dépend des indicateurs. Les indicateurs qui sont en cours aujourd'hui permettent d'arriver à ce résultat-là. Ce sont des indicateurs macroéconomiques qui ont été décidés, enfin qui ont été dessinés en s'appuyant notamment sur les indicateurs à caractère mondial qui sont utilisés par les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc. Mais tout est question d'indicateurs. Je pense, moi, et j'ai toujours défendu autour de ce plateau l'idée que ces indicateurs devaient prendre en compte également la réalité de la vie des gens, c'est-à-dire l'impact et la répercussion de ces taux de croissance faramineux dont on n'arrête pas de parler, la répercussion sur ce que Nadia appelle le panier de la ménagère, c'est-à-dire dans la vie réelle des gens. Et la difficulté, le problème en Afrique est celui-là, et il est représenté d'ailleurs dans la première puissance mondiale africaine qu'est le Nigeria, avec une redistribution qui ne se fait pas. Et lorsqu'on parle de perspectives économiques sombres, imaginez un peu ce que sont les perspectives économiques de ce tiers de la population qui est au chômage, de cette moitié de la population, ou presque moitié de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on parle de coupes sombres dans le budget de l'État, je serais intéressé de savoir sur quel ministère cela porte et sur quelle politique cela porte. Et cela va aggraver encore le gap qu'il peut y avoir entre des richesses phénoménales qui sont en train de se construire. Heureusement d'ailleurs, une classe moyenne qui se construit, et puis il y a des fortunes qui se construisent, heureusement, et ceux qui sont laissés pour compte, et pour l'Afrique tout entière, et pas seulement pour le Nigeria, je crois que nous sommes en train de nous préparer des lendemains qui ne chantent pas du tout. Alors, Monsieur Boukaï Yabara, je voudrais revenir sur votre optimisme. Un pays qui connaît Boko Haram, la chute du prix du baril et des élections reportées, ça porte un peu un coup à la stabilité politique. Oui, alors le Nigeria a toujours eu une histoire très difficile depuis le retour à la démocratie. En tout cas, le retour des civils au pouvoir en 99, les alternances se sont globalement bien passées, même si ça a été plusieurs fois très contesté. Du point de vue économique, je crois qu'il faut bien comprendre que les affaires vont continuer. Pendant que Boko Haram commet ses actes, il y a énormément de contrats qui sont signés dans le pays. Les investisseurs continuent à se presser à Lagos et à Abuja, que ce soit Alcatel ou Nissan. Le Nigeria également développe un certain nombre d'éléments relatifs à l'agro-industrie, parce que la grande question qui va se poser, c'est de nourrir la population. Nourrir, éduquer la population, ce sont les grands défis du pays. Donc ce sont principalement sur ces deux éléments-là que l'on va voir quel sera finalement le poids des coupes budgétaires. Mais on peut effectivement penser que les inégalités vont continuer à croître, malheureusement. Dans chaque pays où on voit des taux de croissance tels, c'est bien souvent la conséquence du point de vue de la population. Néanmoins, on peut espérer qu'il y ait certaines améliorations conjoncturelles ici ou là. Et on va terminer cette émission par une note un peu plus légère. La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée ce dimanche avec le sacre de la Côte d'Ivoire. Une compétition prend fin alors qu'au départ, elle semblait être compromise avec la menace du virus Ebola. Quel bilan peut-on faire de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. La 30e Coupe d'Afrique des Nations a connu son épilogue ce dimanche. Cette édition aura été celle des défis. Le virus Ebola qui s'est invité n'a pas facilité les choses tant à la Confédération africaine de football qu'aux pays organisateurs. Mais la grande question est de savoir ce que l'on retiendra réellement de cette Coupe d'Afrique 2015. Les images et faits qui feront le souvenir de cette compétition sont nombreux. La Guinée équatoriale accepte de relever le défi d'organiser la compétition après le désistement du Maroc. Des stades sans pelouse 2 semaines avant le début de la compétition. Des efforts d'un pays hôte pour montrer que l'Afrique est capable d'organiser une grande fête du football sur le continent. La Guinée équatoriale a quand même pris ce tournoi comme ça.
Et donc ça a été une réussite totale à mon avis. Parce que les matchs ont été joués. Seule fausse note, c'est donc la demi-finale émaillée d'incidents donc à Malabo. Mais bon, il faut composer avec. C'est le football qui est comme ça. Et on a vécu ce fait à Malabo. C'était malheureux. Mais bon, d'une manière générale et sur le plan sportif, vraiment la compétition a été une réussite. Et encore une fois, félicitations aux organisateurs. Les surprises de cette CAN 2015 seront du côté du jeu. On misait plutôt sur des favoris tels que le Cameroun et l'Algérie. Ces équipes n'ont pas fait preuve d'une maîtrise des événements et n'ont pas atteint le second tour. Nul ne misait sur la Guinée équatoriale qui pourtant est arrivée en demi-finale. Le niveau du jeu a-t-il été à la hauteur de la compétition? Ouais, je crois qu'il y a eu beaucoup de spectacles. Je ne peux pas vous dire là actuellement le nombre de buts marqués, mais je crois que bon, on a une belle moyenne, d'autant plus que depuis le début de tours à élimination directe, il y a eu beaucoup de buts. À partir des quarts de finale, il y a eu beaucoup de buts. C'est vrai qu'en poule, c'était un peu plus serré parce que tout le monde faisait des calculs pour pouvoir passer au prochain tour. Mais je crois qu'il y a eu du spectacle sur le terrain. Il y a eu des joueurs qui se sont révélés, certains qui ont confirmé leur talent. Donc voilà, je crois qu'en tant qu'observateur, je crois qu'il y a eu du spectacle, il y a eu du beau jeu également. Le niveau de jeu était très élevé. Quand je prends des matchs comme Côte d'Ivoire-Algérie, par exemple, c'était un match de très haut niveau. Ghana-Afrique du Sud, Ghana-Sénégal, Sénégal-Algérie aussi. C'était des matchs qui ont tenu en haleine le public. C'était des matchs qui étaient véritablement élevés. On a vu le score également, on a vu les acteurs se démerder sur le terrain. Donc je crois que d'un point de vue global, on va dire qu'il y a eu du spectacle, il y a eu vraiment du jeu. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 sera finalement celle de la consécration des éléphants de la Côte d'Ivoire. Face à 2 échecs en finale ces 10 dernières années, l'histoire a fini par choisir son camp. Les observateurs avertis n'hésiteront pas à déclarer que ce sont les surprises qui font la beauté du football qui reste avant tout un jeu. Monsieur Boukari Yabara, une compétition organisée en 2 mois, un défi difficile à relever. Pourtant, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Je crois que la Guinée équatoriale l'avait organisé 2 ou 3 ans avant avec le Gabon. Donc les infrastructures sont présentes. Le pays avait les moyens et la volonté donc, de pallier au forfait diplomatique du Maroc. Donc je pense que ça a été un succès du point de vue de l'organisation. Après, je crois qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question au niveau de la CAF. Notamment par rapport à l'arbitrage, par rapport à certaines règles. Je pense notamment au tirage au sort entre le Mali et la Guinée, qui a été vraiment terrible, un drame national, je pense. Et également, le jeu qui a été, qu'on a vu lors de cette CAN a été assez mitigé. Il y a eu quelques très beaux matchs et les finales ont été plutôt décevantes. Puis on a eu aussi des clins d'œil historiques. Je pense notamment au match entre les 2 Congos, qui est très intéressant. Puis également au match entre le Ghana et l'Algérie, qui relève d'une certaine forme de panafricanisme, très intéressant. Donc cette CAN, elle est terminée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire l'a emportée. Bon, je suis très content pour les Ivoiriens. Je crois que c'est une victoire pour toute l'Afrique d'avoir réussi à organiser cette compétition, tout simplement. Jean-François, on peut dire que ça a été du beau spectacle, cette CAN ? Ah oui, pas tout, quand même. Pas tout. Ça a été du beau spectacle. Moi, mon préféré, c'est le match des Congos, la compétition des Congos, qui est une sorte de... On regrettait qu'il n'y ait pas de pont sur le Congo entre les 2 capitales, mais là, nous avions le pont, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, il y avait un parfum de revanche, mais au-delà du parfum de revanche, l'équipe du Congo démocratique a fait un excellent parcours. J'ai beaucoup aimé cette équipe parce qu'elle était pleine de feu, elle se dépensait sur le terrain. Donc il y avait de beaux matchs et puis il y a eu des matchs assez détestables, notamment à cause d'incidents d'arbitrage. On ne reviendra pas ici. Moi, j'avais pronostiqué que la Guinée équatoriale allait gagner cette coupe. On s'était moqué de moi, c'était le premier jour, je crois. Elle a fait un très beau parcours jusqu'à ce qu'il y ait cet acte malheureux qui a privé les Tunisiens d'une victoire qui était méritée sur le terrain, en tout cas d'une défaite qui n'était pas méritée du tout. Il y avait de tout. Moi, mon regret principal, c'est qu'on n'ait pas permis aux Africains qui n'étaient pas à Malabo de suivre ce match et que les droits sportifs ont été vendus à des groupes financiers internationaux, même les chaînes africaines. La finale, par exemple, j'ai été regardé sur une chaîne de Côte d'Ivoire. Aucune chaîne de Côte d'Ivoire n'a transmis ce match qui touche à la fibre nationale. Ça, il faudrait revoir pour les coupes qui viennent. Alors, Daouda, quelle équipe vous a étonné durant cette CAN ? Le Sénégal ? Le Sénégal, on peut dire que... Éliminé par l'Algérie. Éliminé par l'Algérie, bien sûr. Bon, c'était un peu...
Bah, l'Algérie a eu une très bonne équipe, effectivement, et c'est dommage qu'on ne l'a pas retrouvée en finale. Maintenant, moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est le Ghana, justement. Parce que n'oublions pas que d'entrée de jeu, leur premier match s'est soldé par une défaite, d'ailleurs, contre le Sénégal, 2-1. Donc, cette équipe se retrouve quand même en finale et a failli même remporter le trophée. C'est une très bonne chose. Comme quoi, on peut démarrer timidement une compétition et se retrouver... C'est en général le cas quand on regarde. Bah oui, tout à fait. C'est très intéressant ces cas-là en tout cas. Mais bravo à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est une équipe qui mérite bien. Et puis mention spéciale à la Guinée équatoriale, parce que Amira, qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait pas pu organiser la CAN 2015 en Guinée équatoriale? Parce que à cause d'Ebola, c'est le tourisme qui est plombé en Afrique, dans les pays, parce que oui, on ne peut même pas jouer à la CAN parce qu'on a peur d'avoir Ebola. Je dis que là, la Guinée équatoriale a vraiment sauvé le continent sur ce plan-là, en tout cas. Et ce sera le mot de la fin. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Merci Jean-François. Bonsoir Amira, à bientôt. Et merci à vous, Monsieur Boukari Yabara, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci Amira, bonsoir à tous. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini, bien évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée aux tarifs extérieurs communs de la CEDEAO. À très vite.